Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour un nouvel épisode sur la bataille de Car, où je vous avais laissé lors de mon introduction thématique qui avait un cliffhanger de malade. Et vous allez me dire avec justesse, William, maintenant il faut faire quelque chose, il faut que tu nous montres du concret. Et c'est ainsi que je vais aborder le sujet suivant. Crassus était-il d'une incompétence crasse en bataille ou pas? Et bien entendu, après quelques arguments pour, vous allez voir tout ce que j'ai pour prouver le contraire. Alors, nous sommes en 53 avant notre ère. Et quelle image Crassus lègue-t-il à la postérité? Nous pouvons dire, avec une assez bonne certitude de ne pas nous tromper, celle d'un homme politique relativement haï à Rome, avide de richesse et doublé de talent de médiocre général, puisqu'il est battu d'une manière pitoyable par les Parthes lors de la bataille de Car, et que le véritable héros de la troisième guerre servile, entre -73 et -71, ce n'est pas lui, c'est à la fois Pompée, qui vient sauver la République, et Spartacus, qui devient le symbole de la liberté pour des milliers d'esclaves qui se sont révoltés. Et Spartacus, d'ailleurs, continuera d'incarner cet idéal de liberté pour des milliers d'opprimés au cours des siècles, jusqu'au XXe. Et en fait, ce qui est très trouble du point de vue de la symbolique de ce qui entoure Crassus, c'est à la fois le sort qu'il réserve aux partisans de Spartacus, puisqu'il va les crucifier très cruellement le long de la voie appienne, ce qui rappelle ultérieurement le sort réservé aux chrétiens, et à la fois le châtiment que Crassus reçoit lui-même lorsqu'il meurt aux mains de Surrénal, le général Parthe, qui lui est victorieux. En effet, normalement, au cours d'une négociation, on lui donne peut-être un cheval et un sauf-conduit pour s'en retourner vers la Syrie romaine. Les choses dégénèrent et il est tué. Et certains historiens romains, comme Plutarque ou Dion Cassius, vont jusqu'à dire que de l'or fondu lui aurait été coulé dans la bouche pour le punir de son avidité, tout en disant eux-mêmes qu'ils ne sont pas sûrs de la véracité des faits. Et ça, c'est troublant. En effet, ce châtiment rappelle celui qui a été réservé à Manius Aquilius Nepos, un consul romain qui avait été châtié par les habitants du Pont lors de la première guerre mithridatique pour son avidité et son aptitude assez incroyable à réduire en esclavage les habitants des provinces d'Asie mineure qui ne pouvaient pas régler leurs dettes. Autrement dit, Crassus aurait été en quelque sorte châtié par le destin et les dieux pour s'être comporté en mateur d'esclaves avant toute chose. Il est donc privé de toute gloire assez tôt par les historiens romains, puisqu'il n'y a de prestige qu'à vaincre des armées d'un pays ennemi, et pas à vaincre des esclaves en armes, qui ne rapportent pas de butin d'ailleurs. Et nous pouvons continuer le Crassus bashing pendant le déroulé de la bataille de Car. En effet, Crassus ne semble pas avoir beaucoup d'archers, 500 archers syriens, ni beaucoup de lanceurs de javelots, 3500 apparemment, syriens également. Et cela va lui jouer des tours contre les très nombreux archers parthes, archers de cavalerie, qui plus est. Il n'a pas beaucoup de cavalerie, à l'exception peut-être de la cavalerie de son propre fils, Publius Crassus, qui lui va charger noblement les Parthes pour y rencontrer une mort héroïque, alors que Crassus s'abrite comme un lâche derrière un mur de boucliers en tortue. Voilà à peu près le parallèle que nous pouvons trouver. Et pour enchaîner complètement Crassus, nous pouvons aussi dire qu'il n'écoute pas ses subordonnés, puisque s'il s'était déployé en ligne de bataille, peut-être qu'il aurait pu répliquer un petit peu plus contre les flèches parthes. Peut-être. C'est en tout cas les sources romaines qui n'arrêtent pas de critiquer Crassus, tout en rajoutant qu'il a, peu porté attention aux mauvais présages qui le suivaient. Alors bien sûr, les mauvais présages, on sait ce que ça vaut, à savoir rien du tout, si ce n'est que le moral de l'armée ne devait pas être très haut, puisque les Romains étaient assez superstitieux, et que s'ils croyaient aux présages, dans leur majorité, ils devaient quand même avoir un petit peu peur au moment de la bataille. Continuons d'enfoncer des clous dans le cercueil. Le soir de la bataille de Car, Crassus était incapable de dire le moindre commandement. Il a laissé un peu sa légion à elle-même et à ses subordonnés. Donc on garde l'image d'un commandant totalement
apathique et totalement, comment dire, inactif. D'un autre côté, Crassus venait de perdre son fils, il était en deuil et effondré moralement, donc on peut lui pardonner cet état de fait. Voici donc pour quelle raison l'un des triumvirs, l'égal de César et de Pompée, est aujourd'hui passé beaucoup plus dans l'ombre et vu comme une sorte de guignol en matière militaire. Pourtant, c'est oublier que Crassus est révélé à la fin de la première guerre mithridatique, lorsque Sylla revient en Italie avec le renfort des Optimates pour combattre les populares de Marius. Crassus et Pompée sont de jeunes hommes politiques brillants qui se rallient dès la première heure à Sylla et qui vont l'aider à vaincre lors de la bataille de la Porte-Colline en -82, qui se déroule sous les murs de Rome. Comme quoi César n'était que le second à pénétrer armé en Italie lorsqu'il a franchi le Rubicon en prononçant les fameux mots « Alea iacta est ». Sauf que Sylla, lui, n'avait pas de fleuve à franchir, donc il n'a pas fait de petite citation. Mais revenons à nos moutons. Pendant la bataille de la Porte-Colline, Sylla avait confié l'aile droite de son armée à Crassus, une place honorifique, et Crassus s'est acquitté de sa mission avec succès en remportant facilement son combat sur la droite des Optimates. Que pouvons-nous en conclure? Eh bien que Crassus n'était pas si mauvais que ça, du moins en -82. Mais la carrière militaire de Crassus semble être entrecoupée de vides dans les archives romaines. En effet, on ne sait pas trop s'il s'est détourné des affaires militaires ou s'il s'est fait éclipser très rapidement par Pompée. Néanmoins, nous avons un indice. Tandis que Pompée combat officiellement le rebelle Sertorius en Espagne, puisque Sertorius était resté fidèle à la cause marianiste, eh bien, il est fort probable que Crassus le seconde. Et c'est ainsi que la ville de Malaga, actuelle, donc l'ancienne Malacca, se fait mettre à sac par Crassus et ses hommes, soit environ 2500 soldats à la solde de Crassus. Par conséquent, Crassus semble être parfaitement capable de mener dans l'ombre des raids pour garantir ses intérêts. Et en effet, sa famille est établie en Hispanie ultérieure. Depuis de nombreuses générations, il y a des mines de plomb, d'étain et d'argent nécessaires à l'industrie romaine naissante. Alors, pas l'industrie au sens du XIXe siècle, mais l'artisanat un petit peu de masse, qu'on ne retrouvera plus ensuite pendant le Moyen-Âge, mais qui n'existe que pendant l'Antiquité. Et donc Crassus va faire fructifier ses biens familiaux, son immense fortune qui est à la fois héritée et méritée, puisque il va faire prospérer ses affaires, et va devenir même l'homme aux millions de sesterces, l'homme dont la fortune va être inégalée pendant cette période de la République. En plus d'avoir un sens aigu des affaires, il sait être de connivence avec les bonnes personnalités politiques, et après avoir été un exilé lui-même et un proscrit pendant la dictature de Cinna, il va aider Sylla à établir sa propre dictature et à confisquer les biens des marianistes qui vont être proscrits à leur tour. Donc il va exproprier certaines personnes de leur maison, racheter leurs biens, les revendre. Il va aussi racheter à bas prix tous les immeubles qui menacent de s'effondrer ou qui ont été plus ou moins menacés par un incendie. Il va ensuite spéculer sur justement leur valeur immobilière et réussir. Bref, vous l'aurez compris, rien n'arrête Crassus dans la construction de son empire financier. Il n'a aucun remords. Parfois on lui prête commerce avec une vestale, mais il s'en tire, avec l'idée que s'il discutait avec cette vestale, c'était pour négocier l'achat d'une de ses maisons. Ce qui n'empêche pas Crassus de diriger quelques maisons closes. La pirouette est élégante, mais dans tous les cas, Crassus y a gagné son image d'homme d'affaires véreux et libidineux. Ce qui est totalement paradoxal, puisque Crassus était un homme d'affaires dont la vie privée n'a été émaillée par aucun scandale, et parce qu'il était également très avare de son argent. Donc en fait, il n'était pas cupide par simple appât du gain et pour profiter de son immense fortune dans des orgies décadentes, comme on pourrait s'y attendre,
mais pour vraiment investir politiquement tout cet argent, pour corrompre des suffrages et faire profiter sa clientèle. Voilà comment, au milieu des années -70, Crassus est déjà devenu un homme incontournable dans la République romaine qui reprend son souffle après la dictature de Sylla. Mais la République va entrer dans une nouvelle phase de tourmente avec l'arrivée de la troisième guerre mithridatique. Alors c'est Lucullus qui va d'abord être envoyé combattre Mithridate, tandis que Pompée termine sa guerre contre Sertorius. Mais un troisième front va être ouvert contre Rome lors de la troisième guerre servile, puisque Spartacus va prendre les armes contre Rome avec tous ses esclaves révoltés. Et ils ont le soutien, en mots du moins, du roi Mithridate. Et les armées de Spartacus vont rapidement avoir raison des armées républicaines. Pour rétablir l'ordre, il faut constituer très vite de nouvelles armées, et ce sont les deniers de Crassus qui vont servir à enrôler 6 nouvelles légions qui vont lui être entièrement dévouées. Nous sommes alors en -71, après 2 années où les armées consulaires ont été battues par les rebelles de Spartacus. Ce conflit contre Spartacus va nous montrer une nouvelle facette de Crassus. C'est un général qui est très porté sur la discipline et qui a besoin de temps pour ajuster sa stratégie. Il ne gagne pas du premier coup, mais va souvent vaincre sur la durée, un peu comme beaucoup de Romains. Sa défaite initiale contre Spartacus, il le doit au tempérament impétueux de ses sous-officiers qui attaquent les armées d'esclaves alors que lui ne le veut pas. Et la défaite s'ensuit. Donc Crassus va procéder, suivant effectivement les écrits romains, à la décimation pour punir les unités fuyardes et désobéissantes. Alors effectivement, tuer un homme sur 10, c'est beaucoup. Ou, selon d'autres sources, seuls quelques exemples. Bon, pourquoi pas. Mais on montre tout simplement le caractère ici brutal de Crassus. C'est-à-dire que c'est ses ordres et rien d'autre. La discipline, rien d'autre que la discipline. Pas de manœuvre individuelle. Donc c'est sans doute quelqu'un qui va brider ses sous-officiers. Et d'ailleurs, son futur comportement à quart montre aussi qu'il tiendra peu en compte leurs avis. S'ensuit alors une étrange phase de la guerre contre Spartacus. Crassus va aller demander des renforts au Sénat romain, et les renforts viennent d'Espagne et de Pompée, qui lui a terminé sa guerre contre Sertorius en -71. Donc Crassus souhaite vaincre par un nombre écrasant contre Spartacus. Et pourtant, ce ne sera pas nécessaire, car il triomphera de Spartacus avant que les renforts pompéiens n'arrivent. Donc il arrive très bien à gagner par lui-même, mais il est tellement peut-être prudent à l'extrême, et peut-être quelque part en doute par rapport à ses propres capacités militaires, qu'il s'inflige cette pénalité d'avoir demandé de l'aide à Pompée. Et d'ailleurs, c'est Pompée qui aura les honneurs du triomphe, tandis que Crassus n'aura qu'une sorte d'ovation en son honneur. À travers cette analyse plus ancienne du comportement de Crassus, nous pouvons en déduire les grands traits de sa personnalité en tant que général. C'est quelqu'un de méticuleux qui aime peser le pour et le contre, il a besoin d'un surnombre pour être en confiance. Il instaure une discipline de fer et n'hésite pas à punir ceux qui désobéissent. Donc il est complètement à contre-courant de l'armée romaine qui laisse libre champ aux centurions, aux subordonnés, pour improviser la stratégie du général sur le champ de bataille à échelle plus réduite. Il s'inscrit donc dans la lignée des généraux comme Paul-Émile, qui, à Pydna, avait dû lutter contre l'insubordination, certes courageuse, de sa légion, qui avait souhaité désobéir à ses ordres pour attaquer la phalange. Viennent alors les curieuses années -60, -70 à -60, puisque Crassus abandonne toute charge militaire pour se concentrer intégralement sur la politique. Et alors qu'il est du même camp que Pompée à la base, puisqu'il fait partie des optimates ou des partisans de Sylla, il va prendre en grippe Pompée qui lui a ravi les honneurs du triomphe contre Spartacus. Mais il va aussitôt être réconcilié avec Pompée par un certain Jules César, un brillant avocat qui commence à se faire remarquer au Sénat.
Et bien sûr, même si en moins 70 il n'y a pas encore de triumvirat, puisque tout est officieux, eh bien les trois hommes vont commencer à se rapprocher. Donc Crassus, César et Pompée vont tout simplement commencer à dresser des plans pour mieux se partager le pouvoir contre, justement, le bon fonctionnement politique du Sénat romain. Et ils mettront environ 10 ans à trouver la bonne mesure. Si jamais vous y réfléchissez, c'est complètement paradoxal, puisque Pompée, qui incarne l'héritage de Sylla, en termes d'optimate, va se marier avec la fille de Jules César, qui est l'héritage des Populares et de Marius. Donc les anciens ennemis politiques se réconcilient pour former une sorte d'alliance contradictoire. Le tout est à la fois béni et financé par Crassus, qui est une sorte d'optimate aigri et jaloux de la gloire de Pompée. Et c'est vrai, il a de quoi être jaloux, Pompée est l'homme politique phare de la République romaine durant les années moins 60. On le voit partout. Il a triomphé de Sertorius, il a triomphé faussement de Spartacus, et il va vaincre la piraterie qui écume la mer Méditerranée, il va aussi vaincre Mithridate en moins 66, et il va faire le tout avec panache, puisqu'il va être surnommé Pompée le Grand, et il va accepter de dissoudre ses armées une fois de retour en Italie, afin de prouver son attachement à la République. Donc tout risque de dictature pompéienne est évité. C'est admirable, et la République a d'autres problèmes. Notamment en la personne de Catilina, qui tente plusieurs conjurations. Et là, le rôle de Crassus est plutôt trouble, puisqu'il va à la fois jouer sur les deux tableaux. Il va d'un côté protéger les actions de Catilina, et préparer son avenir à ses côtés en cas de succès de la conjuration, et en même temps il va informer des sénateurs comme Cicéron du complot qui est en cours, afin justement de mieux accuser Catilina. Et il s'en tire à très bon compte. Alors qu'est-ce que cet épisode de Catilina nous prouve sur Crassus? Eh bien que c'est quelqu'un d'imaginatif qui se projette dans plusieurs scénarios possibles, afin de mieux s'adapter. Et vous allez voir qu'à Car, les décisions de Crassus, toutes contestables qu'elles sont faites pour s'adapter, faire preuve de flexibilité aux aléas des circonstances. Et ça, c'est une qualité de Crassus qui est discrète, mais qu'on ne peut pas lui refuser. Pendant toutes les années moins 60, Crassus va donc s'avérer être un homme politique de talent, plus qu'un général. Et en étant associé avec Pompée et César officieusement en moins 60 lors du premier triumvirat, il va s'imposer comme l'une des figures les plus importantes de la vie politique romaine de l'époque. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh bien, c'est une situation qui va évoluer progressivement vers les accords de Luc en moins 56. Pour faire simple, Pompée reste au sommet du pouvoir. Pompée n'a plus rien à prouver. Il a gagné plusieurs campagnes militaires, il est très content de son mariage avec Julia, la fille de Jules César, et il va aller en Hispanie afin d'administrer la province, de collecter les impôts, de continuer à pacifier la région après la guerre contre Sertorius, et il y a de nombreux hommes, donc c'est presque une sinécure pour lui d'aller en Hispanie. César, de son côté, s'est lancé dans la guerre des Gaules. Et en fait, les accords de Luc permettent tout simplement à Pompée et à Crassus, ainsi que leurs partisans, d'accorder une sorte de commandement renouvelé de proconsul pour César en Gaule. Donc si vous vous demandez pourquoi est-ce que la République romaine s'agrandit autant à cette période, c'est aussi parce que les charges de général sont renouvelées assez facilement, alors qu'elles étaient très contestées à une autre époque. C'était le cas notamment de Polymyle, lors de sa conquête de la Macédoine, que l'on avait pressé d'obtenir très rapidement des succès contre Persée, alors que lui souhaitait temporiser et vraiment être sûr de gagner la bonne bataille. Donc voilà, pour résumer, César va être en Gaule de moins 58 à moins 50 plus ou moins, même s'il va faire quelques allers-retours avec Rome, mais c'est la durée de la conquête de la Gaule, c'est environ 8 ans. Quant à Crassus, lui, il est intéressé par la Syrie. Et on a souvent blâmé Crassus pour avoir été un homme avide
attirés par l'appât du gain pour piller justement les temples du Proche-Orient. Mais en fait, vous allez voir qu'il y a une certaine continuité politique avec Gabinius, qui était l'ancien proconsul de Syrie. Gabinius avait plusieurs plans, notamment celui d'intervenir en Égypte ptolémaïque, vu qu'il y avait des conflits de succession entre les derniers Lagides. Or, vous savez très bien que là où il y a du chaos, il y a des opportunités de conquête. Or, tout à coup, ce n'était plus l'Égypte qui était dans le viseur de Gabinius, mais l'Empire parthe. Ça y est, j'ai prononcé le mot parthe. Et vous allez voir la bataille de Car se profiler à grande vitesse. Ce qui va déclencher la guerre entre la République romaine et l'Empire parthe, ce n'est pas l'invasion de Crassus. C'est avant tout une querelle de succession entre les fils de Phraates III, qui viennent d'assassiner leur père en moins 57. Donc il y a deux prétendants au trône parthe, c'est Mithridate III ou IV de la dynastie Arsacide et Orodès II de la même dynastie Arsacide. Alors ne confondez pas le Mithridate III ou IV avec Mithridate VI du Pont, c'est pas le même. Puisque Mithridate III ou IV va être l'allié de Rome. Alors pourquoi III ou IV ? C'est rigolo, parce que pour les Français, on l'appelle Mithridate III, et pour les Anglais, c'est plutôt Mithridate IV. Parce que, suivant les querelles de succession, les usurpateurs et tout ça, c'est pas la même numérotation. Et donc Gabinius, qui est plutôt un partisan de Pompée, vu que c'est lui qui a fait voter la Lex Gabinia, qui avait donné les pleins pouvoirs à Pompée pour intervenir en Asie mineure contre Mithridate, ce fameux Gabinius, eh bien, il va intervenir en faveur de Mithridate III. Et si vous suivez bien, Crassus, lorsqu'il vient remplacer Gabinius comme proconsul de Syrie, il va poursuivre la même politique. Le but n'était pas d'envahir l'Empire parthe, mais de soutenir Mithridate III contre Orodès II. Naturellement, ce soutien n'était pas gratuit, il aurait pu avoir une indemnité financière au passage, après la victoire. Et Rome aurait pu compter sur un voisin obligé. Maintenant, Crassus et Mithridate III n'ont pas beaucoup de chance, puisque Orodès II a un général qui commence à faire parler de lui en la personne de Suréna. Et Suréna, il est probablement une sorte de cousin d'Orodès II et de Mithridate III, pour avoir de si hautes fonctions dans l'Empire parthe. Et Suréna va très vite s'illustrer en capturant Mithridate III, qu'il va faire livrer à Orodès II, et Mithridate III va être exécuté. Dès lors, eh bien, Crassus va devoir envahir l'Empire parthe afin de châtier Orodès II. Et Crassus, en moins 54, a déjà eu le temps de tisser cette voile diplomatique, puisqu'il va avoir le soutien d'Artavasde II, le roi d'Arménie, qui est en faveur de Rome, et de petits roitelets locaux qui sont là sur les états frontières entre l'Empire parthe et la République romaine. Crassus va entraîner pas loin de 44 000 hommes pour envahir l'Empire parthe. Et si l'on examine en composition des troupes la légion de Crassus, c'est essentiellement une légion d'infanterie lourde. Il n'y a que 4000 fantassins légers, 3500 lanceurs de javelots, probablement des sortes de peltastes, et 500 archers syriens. Crassus peut aussi compter sur le soutien de la cavalerie romaine, environ 4000 hommes, dont 1000 hommes commandés par son fils Publius Crassus, qui a fait la guerre des Gaules aux côtés de César. Le reste, c'est 36 000 légionnaires environ, armés et bien du scutum, du grand bouclier rectangulaire, du pilum, d'un javelot peut-être plus léger, et du glaive. Voilà, c'est vraiment une armée taillée pour le combat d'infanterie, qui a peut-être une guerre de retard. En effet, on a l'impression que Crassus fait une grave erreur de composition de son armée. Mais normalement, il doit compter sur le soutien de 6000 cavaliers arméniens, qui, eux, connaissent bien le désert et les passes qui mènent vers le royaume parthe, ou l'empire parthe, suivant les considérations de qu'est-ce qu'un royaume et qu'est-ce qu'un empire. Et Artavasde II, le roi d'Arménie, promet à Crassus un soutien de 10 000 cavaliers et 30 000 fantassins une fois qu'ils auront fait leur jonction. À ce moment-là, en moins 54, eh bien, la force de frappe de Crassus et d'Artavasde est telle que presque rien ne peut les arrêter s'ils arrivent à réunir leurs forces. Le manque de cavalerie de Crassus est compensé par son allié arménien.
Malheureusement pour Crassus, il va commettre des choix un petit peu déplorables pendant l'hiver de -54 à -53. Il estime à juste titre qu'en dehors de quelques vétérans, eh bien son armée n'est pas assez aguerrie. Et donc, il va l'entraîner durement dans ses quartiers d'hiver, pendant qu'il va laisser les mains libres à l'Empire parthe pour mener des opérations en hiver, chose dont la République romaine est moins capable que l'Empire parthe. Donc pendant que les légions de Crassus s'entraînent à l'abri, eh bien Orodes II va attaquer l'Arménie. Et ça se passe très mal pour l'Arménie. Du coup, les renforts promis, eh bien, ne viendront jamais à l'appui de Crassus. Lorsque Crassus part en campagne à la fin du printemps -53, il pourrait aussi décider de venir en aide à son allié arménien plutôt que d'essayer de foncer vers Ctésiphon, la capitale des Parthes. Mais nous pouvons comprendre, à l'aune de ce qui s'est passé entre Pompée et Crassus lors de la troisième guerre servile contre Spartacus, que Crassus craigne peut-être que le roi Artavase II lui vole les lauriers de la victoire en cas de succès contre Orodes II. Et puis il préfère adopter la stratégie romaine, foncer vers une ville, l'assiéger, la mettre à sac, forcer des négociations. Ce n'est pas un mauvais calcul, puisque pendant qu'Orodes II est occupé en Arménie, lui a le terrain dégagé dans le désert, ou les zones un peu désertiques, qui conduisent vers le Tigre et l'Euphrate. Crassus n'a normalement aucune crainte à avoir, puisque la plupart des armées romaines qui se sont aventurées en Orient avant lui, avec justement les expéditions de Lucullus et de Pompée, ont toujours vaincu très facilement un ennemi supérieur en nombre, puisque les batailles de Cabéra, ou alors je crois que c'est Tigranocertes, ou alors la bataille sous la Lune, toutes ces batailles ont été gagnées assez aisément par Lucullus et Pompée. Et à chaque fois, c'est l'infanterie lourde qui a fait la différence. Donc Crassus a de bonnes raisons d'être confiant. C'est là où Orodes II va demander à Suréna, avec une petite force d'environ 11 000 hommes, d'essayer de retarder Crassus. Alors c'est une supposition de ma part. L'ordre, on ne sait pas exactement quel il a été. Mais comme il est assez insolite dans l'Antiquité de voir une force de cavalerie seule, en général c'est pas pour livrer bataille. C'est plus pour harceler. La cavalerie à cette époque n'est pas très puissante. Crassus peut donc continuer à progresser en territoire parthe sans s'inquiéter plus que ça, d'autant plus que sa logistique est plutôt très bien faite. Quand je lis entre les lignes les détails qui ne comptent pas trop dans la bataille de Car, je m'aperçois que même le soir de la bataille, les troupes de Crassus ont encore à manger, et qu'elles ne craignent pas le fait de manquer de nourriture ou d'eau. Non, ce qu'elles craignent, c'est leurs blessures, mais en fait, ils avaient de l'approvisionnement. Donc Crassus savait gérer ses lignes logistiques. C'est sans doute en raison de ce bon approvisionnement des troupes que Suréna va être obligé de livrer une bataille rangée contre Crassus alors qu'il aurait pu se contenter de l'affamer, de le harceler ou de le couper de ses vivres. Arrive donc cette journée de juin -53 où les deux armées s'affrontent. Et je ne vais pas faire toute la stratégie de la bataille, je vais me concentrer seulement sur le point de vue de Crassus. Je ferai en détail le plan de bataille dans l'épisode consacré à Suréna. Alors, que se passe-t-il pour Crassus ? Bien, tout d'abord, il a envoyé des éclaireurs, ce qui n'est pas une faute. Il y a d'abord eu un combat d'éclaireurs avant le choc des deux armées. Et les éclaireurs ont été battus par ceux de Suréna. Ils font grandir la rumeur selon laquelle Suréna a une forte armée. Alors nous verrons que c'est faux, mais ça fait partie de la guerre d'essayer d'intoxiquer l'ennemi avec des fausses nouvelles. Et Suréna a parfaitement réussi. Crassus pense donc qu'il va affronter une armée au moins aussi large que la sienne, puisque souvent dans les batailles contre des puissances orientales, les légions ont été en infériorité numérique. Or là c'est le contraire. C'est une petite force de cavalerie en infériorité numérique contre la légion qui va tenter quelque chose d'impossible, voire même de complètement insensé. D'habitude, aucune force armée n'a essayé de vaincre la Légion en infériorité numérique. Donc, lorsque Crassus va déployer ses hommes, il va les déployer non pas en ligne de bataille, comme le recommandent ses subordonnés, mais en carré. Alors, ce carré, on en a longtemps parlé, comme étant une sorte de preuve de l'inaptitude au commandement de Crassus, comme une sorte de faiblesse stratégique, parce que c'est vrai, il empêche de lancer loin des javelots, il empêche les hommes d'essayer de contrer une charge de cavalerie frontale,
mais il permet d'éviter un encerclement. Cette phase de la bataille montre pour moi à quel point Crassus est capable d'imaginer rapidement plusieurs cas de figure et de répondre avec une disposition de sa légion, enfin de ses légions, qui est adaptée. Au lieu de faire ligne de bataille, il n'écoute pas ses subordonnés et il a raison, il va faire un carré creux pour protéger son train de provisions et pour pouvoir faire face de plusieurs côtés. Parce que pour lui, c'est impensable d'avoir affaire à de la cavalerie seule, il y a forcément une autre force quelque part qui se dissimule qui va l'attaquer. D'où le carré, qui est défensif, qui permet de couvrir les angles et qui évite en fait d'être en mauvaise posture en cas d'encerclement. Ce carré, d'ailleurs, il sera repris par Marc-Antoine, qui était un meilleur général à ses débuts qu'Octave, et il a été popularisé, peut-être inventé, par Marius, au temps des guerres contre Jugurtha. Comme quoi, cette manœuvre n'est pas du tout mauvaise, elle a été reprise par d'autres généraux avant Crassus, et elle sera reprise par d'autres généraux après Crassus. Donc jusque-là, ce n'était pas complètement contestable. Le vrai drame de Car, il se joue après. Je passe sur les détails. Les légionnaires romains vont recevoir beaucoup de flèches, et lorsqu'ils vont se rendre compte que les archers de cavalerie partent, sont en train de recharger avec des carquois pleins par leur train de chameaux, ils vont se dire c'est le moment de les empêcher de recharger et de charger. Alors qui charge ? C'est Publius Crassus, le fils même de Crassus. On imagine à ce moment-là le désarroi de son père, ou l'état mental complètement cinglé qu'a dû traverser Crassus. D'un côté, il devait être très fier que son fils fasse preuve d'un tel courage, d'une telle initiative, mais en même temps, il devait craindre pour lui. Et comme son fils s'est fait tuer peu de temps après, ensuite, Crassus devait être complètement affligé par cette perte. Mais il y a aussi autre chose. On a vu que Crassus était un commandant qui valorisait la discipline de ses troupes. Et cette espèce d'impétuosité qui arrivait parfois aux légions romaines de charger sans ordre, ou de prendre des initiatives qui étaient parfois dangereuses, parfois peut-être au détriment des ordres de prudence du commandant en chef, ça a dû le perturber. Crassus était sévère avec ses hommes, mais en l'occurrence, il pouvait pas se montrer trop sévère avec son propre fils. Donc, lorsqu'une partie des troupes est passée à l'offensive, il n'a pas su quoi faire. La prudence incitait à rester dans les carrés, avec justement une formation en tortue pour se protéger, ce qui montre quelque part que Crassus était soucieux de la vie de ses hommes, et puis l'audace impliquait de suivre Publius Crassus au péril bien sûr de la vie d'un plus grand nombre de légionnaires, et Crassus n'a pas su choisir. C'est cette fameuse prudence, cette fameuse capacité à jauger le pour et le contre de chaque situation qui l'a finalement paralysé, et qui a peut-être perdu Crassus et ses hommes lors de cette bataille. Alors la suite est connue, la bataille de Car tourne au désastre, et la nuit de Car, les troupes romaines sont complètement démoralisées et décident de fuir le camp romain. Et Crassus ne dit absolument rien, ne fait rien pour enrayer, la déconfiture des armées romaines. Il est lui-même en état de choc, puisqu'il est en deuil. Ceci dit, la bataille de Car dure plusieurs jours. Et pendant plusieurs jours et nuits, la légion romaine va s'éparpiller en petits fragments, va essayer de fuir les Parthes de nuit, va essayer de se reconstituer, et le dernier jour des batailles de Car, pourrait-on dire, on a un Crassus qui semble avoir repris un peu confiance en lui et en ses hommes, puisqu'il a à nouveau plusieurs milliers de légionnaires autour de lui, prêts à défendre vaillamment une colline contre les Parthes, qui n'ont plus beaucoup de flèches. Alors j'ai essayé de faire le décompte des hommes qui peuvent se grouper autour de Crassus dans ces dernières heures de la bataille de Car. Ils sont peut-être 7500. Mais 7500 légionnaires en hauteur contre 10 000 Parthes qui n'ont plus beaucoup de flèches, ça peut se tenter comme défense. Et il y a d'ailleurs un certain regain du moral romain avant que Suréna ne propose des négociations, pour justement éviter un nouveau bain de sang. Alors nous verrons pour quelles raisons c'est astucieux qu'il propose cela, puisque c'est vrai que Suréna a peut-être flairé le piège, comme quoi sa cavalerie lancée contre la Légion
sur une position en montée, eh bien ça serait pas forcément une bonne idée pour sa cavalerie. Donc il préfère envoyer des émissaires pour parlementer. Et là, autant les légionnaires sont prêts à défendre leur commandant contre tout danger, autant si jamais leur commandant peut les sauver d'un combat qui est évitable, eh bien ils vont réclamer ces fameuses négociations. Cela nous apprend une chose de plus, c'est que Crassus était relativement populaire parmi ses hommes. Alors ensuite, est-ce que c'est une intuition ou juste de la chance? Crassus se méfie de ce que peut faire Surena pendant ces fameuses négociations, mais il va tout de même accepter. Il a besoin de montrer à ses troupes bien que c'est donnant-donnant. Certes, les troupes sont capables de défendre jusqu'à la mort leur commandant, mais en retour, elles doivent avoir l'assurance que leur commandant ne les entraînera pas dans un combat qui serait inutile. Nous pourrions même préciser un combat mortel pour la Légion, puisqu'après les premiers jours de quart, eh bien, les légionnaires ont essuyé des pertes effroyables. Alors les négociations sont assez peu connues dans leur contenu, puisque Plutarque est l'une des rares sources qui soit relativement fiable. On ne sait même pas si Romains et Parthes parlent entre eux en latin, ou alors baragouinent le grec, et peut-être que c'est à cause de cette mauvaise compréhension que les négociations s'enveniment au moment où l'on apporte un cheval à Crassus pour qu'il regagne le camp romain. À ce moment-là, les échanges verbaux deviennent plus agressifs, et Parthes et Romains, eh bien, en viennent aux mains, sortent les épées, et Crassus ainsi que les hauts gradés romains sont tués dans l'échauffourée qui s'ensuit. Ainsi donc, finit Crassus, suite à des négociations qui ont mal tourné. Mais alors, d'où vient cette légende d'or fondu dans la bouche de Crassus afin de le rassasier de sa soi-disant avidité? Eh bien, il semblerait que cette invention soit postérieure, et qu'entre Plutarque et Dion Cassius, eh bien, je crois qu'il y a un siècle à peu près qui s'écoule, et pendant ce siècle, eh bien, beaucoup de choses vont se déformer, d'un historien à l'autre. Alors il est tout à fait vrai que Crassus s'était servi dans le trésor de quelques temples de Syrie pour financer son armée enrôlée sur ses deniers. Alors il n'était pas le premier ni le dernier général à faire cela, puisque Sylla et Pyrrhus avaient déjà eu recours à de pareils expédients, mais la population n'avait pas aimé. En revanche, il y avait bien quelqu'un qui avait eu de l'or fondu dans la bouche. Il s'agissait de Manius Aquilius, un autre ancien consul romain, au temps de la première guerre mithridatique, mais avant la première guerre mithridatique. Si jamais vous vous souvenez bien, j'avais fait un premier épisode là-dessus, c'était juste après la rivière Amnias. Manius Aquilius et ses légions avaient été battus par les troupes de Mithridate, et la population eh bien, avait capturé Manius Aquilius avant de le châtier ainsi. Pour revenir à Crassus, en ayant une mort qui est presque un châtiment plus qu'une exécution suite à des négociations qui ont dégénéré, Crassus est presque spolié dans sa mémoire, à l'avantage eh bien, de Pompée et de César, plus prestigieux. Afin de conclure cet épisode sur les aptitudes militaires de Crassus, et pour savoir s'il était compétent ou pas, eh bien, je répondrai par l'affirmative. Oui, Crassus était réellement un général compétent, qui a eu mauvaise presse ensuite, ou plutôt mauvaise postérité dans les écrits de certains historiens. Et même si Crassus n'était pas un génie militaire de son époque, eh bien c'était quelqu'un qui était très porté sur la discipline, l'entraînement et la manœuvre de son armée. C'est ce que l'on peut voir à Car, puisque malgré un déluge de flèches qui a duré plusieurs heures, sa légion est restée en ordre, elle a tenu bon au niveau des rangs, dans son carré défensif en tortue, elle a réussi toujours à protéger son train d'approvisionnement, ce qui veut dire qu'au niveau logistique et calcul des provisions, eh bien Crassus n'était pas mauvais, contrairement à d'autres commandants romains qui ont dû battre en retraite, notamment parce qu'il manquait de vivres, moi je pense à Marc-Antoine. Et Crassus était également prudent, économe de la vie de ses hommes, c'est globalement ce qui ressort de cette campagne de Car, même si c'est paradoxal parce que la Légion romaine a enregistré des pertes très sévères, mais ce dernier point est plus imputable au talent de Surena qu'à un manque de compétences de Crassus.
Nous pouvons aussi nous souvenir que Crassus avait une certaine vision d'ensemble qui lui permettait d'aller à contre-courant de la tradition romaine, de toujours former des lignes de bataille, de toujours essayer de chercher le contact par des actions qui étaient l'illustration de la virtus romaine. C'est peut-être ça aussi qui causait des frictions avec ses subordonnés. Et on l'oublie aussi, mais plus anciennement, Crassus était capable de coups de main sur certaines villes pour justement les piller, ou diriger courageusement certaines ailes d'armées romaines. Donc ça illustre malgré tout un passé militaire plus riche qu'on ne le croit. Et pour introduire le deuxième épisode thématique, quand on regarde aussi entre les lignes, on a bien l'impression que l'armée romaine de Crassus est capable également de faire des marches de nuit, tout comme celle de Pompée. Pour César, je ne sais pas trop, du moins il s'en est moins servi en Gaule, mais les légions de Crassus sont capables de marcher de nuit. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Alors certes, elles ont très mal réussi leur marche de nuit après Car, mais c'est parce qu'elles étaient complètement démoralisées avec un commandement qui était en miettes. Mais cela nous amène à nous poser la question, qu'aurait pu faire Crassus pour gagner la bataille de Car? Et vous allez voir dans le deuxième épisode, que je vais lancer bientôt, je l'espère, sur Car, qu'en prenant quelques décisions différentes, Crassus aurait pu inverser la fortune des armes. Certes, il n'aurait pas gagné une victoire blanche, il aurait toujours enregistré beaucoup de pertes, mais il aurait peut-être pu gagner. Vous allez voir comment dans le prochain épisode. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi jusque-là, et je vous dis à bientôt.